Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation. Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au grand style. Écouter Chantal Thomas parler de style, c'est comprendre que la mode est un tout qui se conjugue aussi dans la décoration, dans la vie au quotidien, dans la musique. Car pour elle, le style est un tout. Le grand style avec Chantal Thomas aujourd'hui. Le grand style, chère Chantal, est une expression nietzschienne. Vous pourriez vous dire que ça commence comme une analyse. Eh bien, vous n'auriez pas tout à fait tort. Si Nietzsche nous propose le grand style comme un accord parfait de nos personnalités, de nos contradictions, alors vous écoutez Chantal Thomas devrait nous éclairer sur la meilleure façon de trouver son style. Vous avez su imposer aux yeux du monde le vôtre, en porte-jartel, guêpière, corset et bas, mais toujours avec sensualité. Et si de grandes icônes comme Sophia Loren, Brigitte Bardot, bien encore Madonna ont immortalisé les dessous chics de votre travail, moi ce qui me passionne, c'est entrer dans le cœur de Chantal et comprendre comment naît un grand style, une icône, une légende. Chantal Thomas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Où est-ce qu'on est ici, Chantal ? Alors, on est chez moi, dans mon salon. Voilà. Oui. Qui me correspond aussi. C'est aussi mon style. Oui. C'est rose et blanc et noir. Voilà. Est-ce que c'est un style, alors c'est devenu un indémodable chez vous, un intemporel chez vous. Ça a toujours été ce style en particulier, depuis toujours ? Ce rose, ce noir, ce blanc, ce rouge ? Non, je pense pas complètement. En fait, je me suis cherchée. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 20 ans à faire de la mode. Donc, au début, j'aimais beaucoup toutes les couleurs. Ouais. Il a fallu quelques années. Et puis, au début, j'ai fait du prêt-à-porter pendant 20 ans. Ouais. Donc, je pouvais pas faire que du rose Ouais. et du noir et blanc. Donc, j'ai fait de la couleur aussi. J'ai fait des couleurs vives. J'ai fait des couleurs pastel. Ça dépendait de la collection, de la saison et de mes envies du moment. Ouais. Et du thème du moment. Faire de la mode, pour vous, Chantal Thomas, c'était un accident de parcours, c'était une obsession, c'était une envie, c'était un rêve d'enfant. Comment ça a démarré chez vous ? C'était tout ça. C'était vraiment une envie dès l'enfance, en fait. À partir de 13-14 ans, je m'habillais différemment des autres. C'est-à-dire, par exemple ? C'est-à-dire que j'allais, par exemple, au marché Saint-Pierre, à partir de... Oui, alors ça, c'est un peu plus tard. Mais vers 13-14 ans, je demandais à ma maman, qui avait été couturière, de me faire les vêtements. Et je les dessinais. C'est-à-dire que je faisais... Alors, j'étais dans une école religieuse, par exemple. J'avais l'uniforme bleu marine. Je voulais pas mettre une jupe plissée. Je lui demandais de me faire une jupe culotte. Elle acceptait ? Oui, elle acceptait. Elle a accompagné ce parcours Elle a accompagné pendant plusieurs années. Oui, comme elle avait été couturière et qu'elle travaillait plus depuis que j'étais née, elle faisait mes vêtements. Donc j'avais des robes de prix magnifiques avec des volants. Je pense que ça m'a fait aimer le côté froufrou. Ouais. Et après, pendant les premières 10 années, elle m'a aidée, elle s'occupait de l'atelier, elle gérait les couturières, etc. Oui, elle m'a aidée. Aujourd'hui, dans votre parcours et dans le style que vous avez su imposer aux yeux du monde entier, est-ce que ça a été un élément, facteur accompagnant de votre carrière ? Est-ce qu'une maman qui aide, qui poursuit aussi avec vous les mêmes rêves, ça aide ? Alors, pas au niveau du style, parce que ma maman, elle était très classique, et la plupart du temps, elle comprenait vraiment pas ce que je faisais. Mais il y a une forme de classicisme chez vous quand même, de romantisme dans les grands classiques, on va dire. Pas classicisme, Oui. mais dans les grands classiques. Oui, donc il y a des codes Quand même. emprunts au passé, Oui. comme la dentelle, les Oui. froufrous, et des Oui. choses comme ça. Mais Les coupes aussi, de temps en temps. les coupes aussi, Les oui, grandes les détails, culottes. oui. Mais c'était pas le classique de ma mère. Bien sûr. Ma mère, le classique, c'était ce qu'il y avait à l'époque. C'était le petit tailleur tout simple, le chemisier brodé, enfin des petites choses. C'était quand même... Moi, je trouvais ça vraiment nul à l'époque. Alors, on va essayer de comprendre justement comment on impose ce grand style selon Nietzsche. Arriver à être... On dit souvent aux gens, deviens qui tu es. Alors moi, ça me paraît toujours compliqué puisqu'on est déjà. Bah oui. Dès qu'on est, on est. Oui. Donc, comment devient-on si on est déjà ? Eh bien, c'est ce qu'on aimerait faire comprendre à ceux et celles qui nous écoutent en se disant, vous aussi, si vous avez envie d'imposer votre style, votre grand style, parce que ça arrive aussi. Comment on fait ? Quel est le parcours ? Il y a un petit rituel dans cette émission qui est de poser la question de savoir à quoi vous avez pensé ce matin. Est-ce que vous avez pensé à la mode, par exemple, ce matin ? À quoi vous avez pensé ce matin ? Je pense que de toute façon, automatiquement, je pense le matin comment je vais m'habiller aujourd'hui. Or, je m'habille quand même toujours en noir et blanc.
Oui. Mais il y a des choses différentes, il y a des manières de les porter différentes. Là, aujourd'hui, j'ai des bottes, un pantalon dans les bottes. Un autre jour, ça va être un pantalon très large avec des chaussures plates. Oui, je m'habille toujours pareil, mais tous les jours différemment. Est-ce que ce code du noir et blanc a facilité aussi une lecture de votre carrière et de votre travail? Alors, ce code du noir et blanc, il n'a pas toujours existé. Non. Dans les années, quand j'ai commencé tellement jeune, j'ai commencé à 20 ans. Donc, je m'habillais de toutes les couleurs. Je portais de la couleur. Surtout, je m'habillais d'une manière extravagante. Le but était de me faire remarquer. Ah bon? Oui. Alors, volontairement? Volontairement, je voulais me faire remarquer. Oui. Et donc, l'habit vous a servi à construire cette personnalité en ayant envie de vous faire remarquer? Oui, je pense, parce qu'à l'époque, j'étais pas connue du tout. J'avais 20 ans, je sortais beaucoup, évidemment. Et je me trouvais pas bien physiquement. Je trouvais que j'avais pas les traits fins, j'avais pas le visage. Dans ma jeunesse, si vous voulez, la mode, c'était Brigitte Bardot, c'était des blondes avec des grosses bouches roses. Et c'était pas du tout mon style. Donc, effectivement, par exemple, le rouge à lèvres rouge, c'est quelque chose que j'ai porté à partir de 18 ans, parce que j'ai trouvé que ça me donnait un style. Et ça, je le trouvais... Parce que ça n'existait pas à l'époque, on ne trouvait pas de rouge à lèvres rouge, c'était totalement démodé. Donc j'achetais des petits tubes de rouge baiser dans les vieilles parfumeries. Donc ça a été effectivement... Bon, au niveau vêtements, je portais de la couleur, je portais des choses extravagantes pour me faire remarquer. Voilà. Donc ça a été volontaire. C'est fabuleux ce que vous dites, parce que ça veut dire que dans la construction de ce grand style, il y a ce moment d'une volonté de se faire remarquer et vous servir du vêtement pour pouvoir y arriver. Et on va voir que dans les dessus et les dessous, qui sont un peu votre signature, c'est aussi une façon de se faire remarquer pour les femmes. Complètement, oui. C'est une façon. Dans cette continuité, je trouvais important. Enfin, j'ai trouvé très tôt important d'avoir un style différent des autres. Pourquoi Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens, et particulièrement actuellement, on est plus dans la tendance. Il faut être tendance. Moi, je vois ma petite fille, elle me fait acheter des choses tendance, c'est-à-dire les baskets comme ça, le jean comme ça, etc., un peu comme tout le monde. Et moi, c'était pas mon cas. Je pense qu'il y avait des modes à l'époque aussi. Je pense qu'il y avait des tendances aussi à l'époque. Mais j'avais surtout pas envie de les suivre. Je voulais exister différemment. C'est magnifique ce que vous dites, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez de la tendance d'aujourd'hui, justement? Est-ce qu'elle s'est pas, ou la mode, elle s'est pas un peu uniformisée? Justement, tout le monde est un peu à l'inverse de vous. C'est-à-dire qu'on regarde pas une femme en se disant, tiens, elle porte ça. Ou très rarement, finalement. Moi, ça me gêne, en fait, cette histoire de tendance. Parce que je trouve que ça donne, finalement, dans toutes les boutiques, on voit des choses à peu près semblables. Alors que c'est vrai que moi, j'ai vécu une génération de créateurs qui étaient tous mes copains. On était une bande, avec Mugler avait son style, Jean-Charles avait son style, qu'il a toujours d'ailleurs. Gauthier avait son style, Claude Montana avait le sien. Enfin bon, on avait tous des styles très différents les uns des autres. Sonia avait son style. Donc je trouvais ça important, et on trouvait ça important justement pour se faire reconnaître, pour faire aimer ses vêtements, c'est de proposer des choses différentes. Alors c'est tout à fait ce qu'on disait en démarrant cette interview. Quand on dit deviens qui tu es, finalement on peut pas être quelqu'un qui se noie dans les autres, mais pour devenir ce que nous sommes, il faut imposer son style et le trouver. Et la mode peut aider, justement. Alors la mode peut aider complètement. Le vêtement, en tout cas. Alors, moi, pour m'aider à préparer cette interview, j'ai appelé une femme qui vous entoure, qui s'appelle Tina Kiefer, qui a beaucoup œuvré justement dans la mode. Elle a travaillé au Marie-Claire. Elle a été un grand personnage, elle continue d'ailleurs, de la radio, de la télévision, de la presse écrite. Et je lui ai demandé les mots qui vous caractérisent. Et le premier mot qu'elle a prononcé, c'est iconique. Elle m'a dit, mais c'est une icône, et en même temps, elle a dit cool. Cool. Ouais, j'ai trouvé que ça sonnait super bien. Ça vous va, ce mot icône, iconique? Iconique parce qu'effectivement, je suis reconnaissable, c'est tout. Je suis reconnaissable et reconnue parce que aussi, ça fait tellement longtemps que je travaille et tellement longtemps qu'on me voit et que je suis toujours coiffée pareil, avec du rouge à lèvres rouge. Et maintenant, effectivement, habillée en noir et blanc, ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui, voilà, c'est comme ça, comme Sonia l'était aussi. Parce que l'icône, c'est un personnage dans l'histoire religieuse. On en fait des images, ces fameuses icônes, on vient les vénérer. Ça vous pose pas de problème? Vous aimez cette idée, cette image qu'on voit de vous quand on parle tout de suite de l'icône Chantal Thomas? Écoutez, je pense que je l'ai construit, je l'ai voulu, certainement. Bon, ça me gêne pas du tout, non.
Je suis comme ça, c'est tout. J'adore ce que vous dites parce que j'imagine que des tas de gens se construisent une personnalité, un style, et finalement tentent de se cacher de ce style en se disant non, vous savez, moi c'est quelque chose de facile. Le matin, je me lève, allez hop, je prends 2-3 petits trucs. Vous participez à cette idée de nous proposer un style qu'on va imposer, mais en l'ayant étudié. Et en l'assumant, c'est très... Oui, c'est étudié, c'est clair, c'est étudié, mais je me pose même plus de questions. Oui, c'est noir et blanc. Voilà, je me pose même plus de questions. J'ai 10 chemises blanches, 10 vestes noires, des nœuds, des cravates, des détails, des broches. Oui. Par exemple, le détail, ça va être la broche. J'en ai pas aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, par exemple, vous portez des lunettes avec un comment ça s'appelle, un fil qui permet de tenir ces lunettes. Oui. Mais il a une petite particularité. Il est très joli déjà. Oui, il est joli. Hein. C'est américain, ça. Voilà, c'est américain. mais on dirait presque un collier, en fait. Oui. Donc déjà, c'est différent. Ce que vous avez autour du cou, c'est comme une lavalière, un petit peu, non ? C'est oui, ça ? c'est une lavalière. C'est une Absolument. lavalière. Il y a des broches, pas des broches, mais à vos chemises sur les manches. Ah, j'ai des boutons de manchette très jolis. Il y a des boutons de manchette superbes. Oui, en fait, j'ai peu de bijoux, mais j'ai toujours des bagues et des broches et des boutons de manchette. Voilà, tout ça est un accessoire qui permet aussi de vous regarder sur un tout avec plein de détails. Alors, si on continue ce que Tina Kiefer nous a suggéré comme mot ou murmuré comme mot aussi, parce qu'elle a été très heureuse de répondre à cette interview pour vous. Elle a parlé de votre sensualité, de la sensualité. Vous pensez que vous avez apporté cette sensualité aux femmes, cette possibilité, en portant des vêtements, d'être sensuelle et donc justement d'avoir un style et une personnalité différente. Oui, mais la sensualité sans la provocation, quelque part. Enfin, c'est une sensualité naturelle. La sensualité, elle est surtout venue de la lingerie, parce que pendant une dizaine d'années, j'ai fait du prêt-à-porter quand même pendant 25 ans. Et j'ai commencé la lingerie au bout de quelques années, parce que moi, j'étais d'une génération où on portait pas de sous-vêtements. Enfin, on portait pas, en tout cas, de soutien-gorge. Dans les années 70, si on avait la chance d'avoir une petite poitrine, c'était totalement ringard de porter un soutien-gorge. Jane Birkin. Oui, voilà. Ouais. Bon. Donc on était sous les t-shirts et sous les robes, et puis on ne portait pas de soutien-gorge parce qu'aussi il y avait rien de vraiment génial. Et c'est comme ça que j'ai démarré la lingerie, parce que je me suis dit, au bout de 4 ou 5 ans de mode, en fait, j'ai pas fait d'école de mode. Donc je me suis cultivée toute seule. C'est-à-dire, j'ai regardé tout ce qui avait été fait dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, et je suis tombée souvent sur cette lingerie magnifique. Comme j'adorais la dentelle. Dès mes débuts, j'ai adoré la dentelle, et j'adorais aller à Calais travailler dans les archives de dentelle. Donc je me suis dit que c'était quand même très dommage qu'on n'ait plus cette jolie lingerie et que ça manquait. Donc j'ai un jour décidé de mettre dans un défilé, ça devait être 75, 76, j'ai décidé de faire fabriquer des sous-vêtements, mais originaux, avec de la dentelle, mais vert vif, rouge vif, enfin dans des couleurs fun, assorties au prêt-à-porter, que j'ai présenté sur un podium avec une jupe fendue où on apercevait un porte-jartel, un petit corset ou un petit bustier ou un serre-taille, un soutien-gorge sous une blouse transparente. Et ça a été un succès immédiat parce que les filles de ma génération, les journalistes qui étaient dans la salle, elles ont trouvé ça génial. Et immédiatement, j'ai eu de la presse et c'est comme ça que j'ai démarré la lingerie. Est-ce qu'il fallait être rock'n'roll pour avoir cette idée à ce moment-là et l'imposer ? Est-ce qu'il oui, parce que c'était des femmes qui étaient déjà des féministes ? Oui. C'était même en pleine période féministe. Oui. Oui, il fallait être rock'n'roll. Oui, j'ai eu d'ailleurs... j'ai été attaquée par les féministes aux États-Unis. J'ai fait un défilé à Los Angeles. Et là, je comprenais pas pourquoi, franchement. Parce que je voyais pas ça du tout. J'ai jamais vu ça comme un objet érotique. Je voyais ça comme quelque chose de joli. Enfin, je le voyais comme de la mode. Vous le voyez avec des yeux de femme, pas avec les yeux des hommes. Oui, exactement. C'est ce qui est un peu différent. Ouais, et donc, je leur ai expliqué. Et puis, elles ont vu le défilé. Et à la fin du défilé, elles m'ont dit, on vous comprend très bien.
vous aimez le rock and roll, il fallait être rock and roll pour faire défiler des femmes en lingerie dans les années 70, parce que vous avez su aussi raconter aux femmes et avec vos yeux à vous et à cette sensualité que vous avez su marquer dans votre mode, dans votre lingerie, mais aussi partout dans ce que vous faites d'ailleurs, hein, dans le mobilier, dans ce que vous proposez, il y a un regard très sensuel. Mais moi, il y a une chose que vous avez dit juste avant que j'aime beaucoup, vous avez dit, mais je n'ai pas fait d'école de la mode. En fait, l'école de la vie, quand on disait deviens qui tu es, elle peut aussi être proposée à des gens qui ont une passion et qui, comme vous, découvrent à un moment donné. Je pense on peut apprendre sur le tas. En fait, si on se cultive. Il faut se cultiver. Il faut se cultiver, oui. Je pense que c'est indispensable d'avoir l'histoire de la mode, enfin de comprendre ce qui a été fait dans le passé. À toutes les époques d'ailleurs, parce qu'il y a des choses à prendre au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, et puis surtout beaucoup quand même au XXe siècle, parce que ça a été le démarrage des couturiers avec Paul Poiret. Enfin, il faut savoir ce qui a été fait dans le passé, c'est important. C'est fabuleux de vous écouter parce que ce parcours qu'on admire, que vous avez su bâtir, vous l'avez bâti depuis cette petite enfance quand vous refaites votre blouse ou vos jupes culottes parce que vous voulez pas porter de jupe plissée. Donc c'est presque inné chez vous. Il y a quelque chose d'intuitif et d'inné. C'est en vous. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui, parce que j'ai toujours travaillé à l'instinct. Parce que tout à coup, je vais découvrir. Et puis, j'ai travaillé aussi beaucoup en allant chez les fabricants de tissus, en regardant les archives des imprimeurs à Lyon ou en Italie, en regardant les dentelles dans les musées. Par exemple, au musée de Calais, il y a des archives de dentelles extraordinaires. Mais ne serait-ce qu'à Saint-Étienne. Il y a eu une époque au 19e siècle où il y avait 200 mètres de ruban sur une femme. Dans les jupons, dans les robes. Au musée de Saint-Étienne, il y a des rubans, des archives de rubans, mais extraordinaires. J'aime beaucoup ce qui a été fait dans le passé parce que, quelque part, c'est même un peu triste parce que c'est des choses qu'on ne peut plus faire maintenant. Oui, bien sûr, ça coûte trop cher. Oui, ça coûterait trop cher. Oui. Ça coûte... Qu'est-ce que vous regardez en premier dans un vêtement quand vous vous baladez ? Est-ce que vous chinez, justement Oui, je chine. Alors, je regarde comment c'est fait, et puis même, il y a des idées intéressantes, enfin, il y a toujours quelque chose à prendre. En fait, c'est très étonnant parce qu'on me demande, par exemple, ça m'est arrivé souvent de me dire, mais d'où vient l'idée ? Et je m'en souviens plus du tout, en fait. Je pense que j'absorbe des choses et je ne sais plus d'où ça vient. Vous voyez, je vais aller au marché, aux puces ou dans une brocante, et je vais voir quelque chose qui peut être un imprimé sur une assiette que je vois et qui ressort sans que je sache d'où ça vient. Ah, j'adore. C'est un principe créatif. Oui, sans doute, oui. Vous avez un cerveau qui stocke, en fait. Oui, je stocke, voilà. Quand on continue à regarder votre parcours, quand on parlait du rock and roll tout à l'heure, il y a le Crazy Horse. C'était une évidence pour vous d'habiller ces femmes au Crazy Horse ? Alors, ça n'a pas été une évidence toujours, parce que Bernardin me l'avait demandé à mes débuts. Enfin, ça devait être dans les années fin 70. Bernardin m'avait fait venir. Et alors, à cette époque-là, j'ai failli arrêter la lingerie. Parce que c'est vrai que après 3 ou 4 défilés où je montrais quelques pièces de lingerie, on a commencé à parler de moi énormément en lingerie. Et ça me gênait beaucoup parce que je voulais pas que ça passe avant le prêt-à-porter. Pour moi, la mode était plus importante que la lingerie. Ah oui. Pour moi, c'était un accessoire. Et quand Bernardin m'a contactée, d'abord, ça me gênait. D'abord, je trouvais ça too much, le Crazy Horse. Je trouvais ça, à la limite, presque érotique. Trop érotique. Ouais. Et je ne voyais la lingerie que comme de la mode, pas comme de l'érotisme. Donc, il a dû voir que j'étais totalement coincée. Et ça n'a pas donné suite du tout. Et il se trouve que le Crazy Horse a changé il y a une dizaine d'années quand même, qu'il y a une directrice qui a fait évoluer les choses. Une femme, voilà. Et que la manière dont c'est fait est beaucoup plus... Il y a de l'humour en même temps, il y a de la fantaisie, il y a du charme, il y a un décalage qui me convient mieux. Et quand André m'a proposé de faire le spectacle, j'ai trouvé ça très amusant. Et là, j'ai adoré faire ça parce que c'était une petite équipe. Avec le chorégraphe, j'ai travaillé pendant 2 mois avec le chorégraphe, les danseuses, tous les après-midi.
les costumières sur place, etc. Donc c'était très amusant à faire. Ça doit être fabuleux. Ah, ça m'a beaucoup plu, oui. Oui, vous dites amusant et il y a quelque chose dans votre regard quand vous parlez, quand vous exprimez justement de l'ordre de l'amusement. On a l'impression, parce qu'après vous avez fait des canapés, vous avez fait beaucoup de choses, des hôtels, des tissus, des tapis, des assiettes. En fait, vous avez déployé votre univers de la mode avec un mot qu'on utilise beaucoup dans notre jargon, qui est la transversalité. C'est-à-dire que vous avez créé un fil, en fait, comme un cordon ombilical entre tout. C'était un tout, en fait, cette mode. Oui, alors c'est parce que tout peut s'adapter. En fait, j'ai des codes qu'on me demande aussi, que les gens aiment bien et que quand on vient me chercher, c'est pour avoir du Chantal Thomas, quand même. Donc, vous l'avez imposé, ce style. Donc oui, il faut bien à un moment donné qu'on vous le demande. Oui, je l'ai imposé. Alors, mais j'essaie de le travailler différemment à chaque fois. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup d'aller dans plein de domaines. Parce que dans l'hôtel, par exemple, l'hôtel que j'ai fait, qui était au départ parti sur en fait, l'idée, c'était les 7 péchés capitaux, parce qu'il y avait 7 étages. Oui. Donc, chaque étage est un péché. Bon, il y a un péché, évidemment, la luxure, c'est rose. Mais tout n'est pas rose. Il y a un étage, par exemple, qui est beaucoup plus l'avarice. L'avarice, la gourmandise. La gourmandise, etc. C'est totalement différent. Mais j'aime... Vous avez quand même ce petit trait d'humour, hein. Vous cherchez. J'aime bien le petit trait d'humour. Oui, j'aime bien le petit trait d'humour. Comme une forme de politesse. Oui, mais surtout comme une forme de décalage. Oui. Vous voyez, c'est pas de la sexualité, de la sensualité pure et dure. Il y a un décalage avec une fantaisie. Ouais, la fantaisie. Ouais. La fantaisie, c'est vrai. C'est très Chantal Thomas. Alors, on le disait tout à l'heure, on va revenir à la lingerie à nouveau. Les dessous et les dessus. Vous avez beaucoup joué avec... Dessus-dessous. Oui. C'est dessus-dessous. Il y a une chanson fantastique, mais je crois que vous avez rencontré le personnage, qui est une chanson de Serge Gainsbourg, qui s'appelle Les Dessous Chics. Oui. Il vous est arrivé de le rencontrer, hein, vous m'avez dit... Oui, je l'ai rencontré. Il m'a contacté à peu près en même temps que le Crazy qui m'avait contacté d'ailleurs, parce que quand on a commencé à parler de moi pour la lingerie, évidemment, et donc Serge Gainsbourg m'a contacté parce qu'il voulait faire un film érotique. Alors pareil, ça me terrorisait. et donc je suis allée chez lui. Rue de Verneuil ? Rue de Verneuil, terrorisée. Comment on rentre rue de Verneuil ? On est. Écoutez, alors j'ai sonné à la porte et la porte s'est ouverte. Et quand il m'a ouvert, les dessous chics ont démarré. Il avait orchestré le fait que quand j'ouvrais la porte, ça démarrait. Non, c'était bluffant. C'était bluffant. Alors j'étais intimidée, mais au plus haut point. Et on a passé une demi-heure à discuter tous les deux. J'étais très intimidée quand même, je dirais. Et puis après, il était charmant. Quand il voulait séduire pour vous faire venir dans son monde, j'imagine qu'il il avait envie, déjà la mise en scène de la musique. La mise en scène était étonnante. Puis après, le producteur est arrivé et il a changé de personnage, c'est devenu Gainsbourg. C'était incroyable. Il était charmant, aimable, bien. Et en 2 minutes, le personnage a changé. Il avait ses contradictions, ses oppositions. Et ça, le film s'est jamais fait. Le film s'est jamais fait. Mais je pense qu'il a dû comprendre que j'étais pas prête pour ça. Il pouvait comprendre cette façon justement de retenue je pense que oui. Je pense que c'était un homme intelligent. Oui, je pense qu'il a très bien vu, très bien compris. Et voilà. Et ça s'est pas fait. Je crois qu'il l'a pas fait d'ailleurs, le film. Pour se construire et pour construire un grand style tel que le vôtre et tel que Nietzsche le propose dans sa lecture à lui, il faut savoir dire non aussi de temps en temps. Oui, bien sûr. Oui. Même un Gainsbourg ou un Gainsbourg, peu importe. Oui, absolument, ouais. Parce que c'est le principe de la construction d'une personnalité. Quand on dit deviens qui tu es, il faut aussi savoir dire non, ça non. Ah j'ai fait des bêtises en disant non. Quelquefois, j'ai loupé des trucs intéressants, mais parce que je sentais pas les choses. Ouais. Et aujourd'hui, vous vous dites j'ai bien fait de dire non. Vous avez dit non juste pour dire non. Non, mais j'ai fait quelques erreurs. Heureusement. Comment ? Heureusement. Oui, non, j'ai fait des erreurs graves, enfin même graves. J'ai failli faire un parfum, par exemple, aux États-Unis. Alors c'était vraiment, ça c'était fin 70, début 80. Et j'étais pas du tout prête pour ça, parce que
l'Amérique était quand même assez traditionnelle. Et par exemple, ils voulaient appeler, c'était un gros groupe, j'avais signé avec un très gros groupe, je serais peut-être maintenant très très riche. Mais ils voulaient appeler ça Chantafleur, parce qu'ils trouvaient le prénom Chantal formidable. Et moi, évidemment, je trouvais ça d'une ringardise totale. Déjà, j'aimais pas vraiment mon prénom au départ, mais alors un parfum qui s'appelle Chantafleur. Donc, j'ai lutté pour ça. Après, ils m'ont montré un flacon qui me plaisait pas. Enfin bref, le contrat a été rompu. Alors que peut-être ça aurait été, je serais richissime maintenant. Oui, mais Chantafleur. Mais Chantafleur. Mais même chez Jane Birkin, en fait, c'est de l'impertinence. C'est de l'impertinence que j'ai. C'est un mot que j'aime beaucoup, oui. C'est magnifique ce mot. Est-ce qu'on en a encore aujourd'hui de l'impertinence ? On a de la pertinence, qui est pas forcément... On a de la pertinence, oui. Non, on est trop direct maintenant. Je trouve que c'est trop... c'est pas assez subtil. L'impertinence, c'est subtil. Il y a un côté subtil. Et dans la lingerie, je trouve qu'il faut un côté subtil. C'est pas... Moi, on me dit c'est sexy. Je déteste le mot sexy. C'est pas sexy, c'est impertinent. Voilà. Magnifique. C'est une belle signature pour vous. Quand on vous caractérise sur le grand style, Chantal Thomas, c'est l'impertinence. C'est le parcours qu'on mène depuis tout à l'heure, là, ici, chez vous, où, je le redis, vous commencez par vouloir porter des jupes culottes et pas des jupes plissées. Vous vous intéressez à la mode et puis finalement, même en autodidacte, vous allez regarder cette éducation, cette culture, tout ce qui a été fait. Et puis vous choisissez la dentelle et puis vous imposez votre style. Donc, on voit que pour avoir un grand style, à un moment donné, il faut creuser un sillon et aller dans ce sillon tout le temps et pas toujours écouter les autres. S'écouter soi, quoi. Oui, je pense instinct. Que les créateurs qui ont marqué, en fait, regardez, Kenzo avait un style, Christian Lacroix avait un style, bon, évidemment, Saint-Laurent avait un style, Dior avait un style aussi, oui. Oui, je trouve que c'est important. Oui, tous les grands ont eu un style. Alors, on a écouté les Dessous Chic, La pudeur des sentiments, et moi j'aimerais que on parle de la transmission. Aujourd'hui, quand justement on parlait de la mode tout à l'heure, en disant mais finalement la mode aujourd'hui, elle propose une lecture uniformisée, industrialisée, on met plus de ruban parce que ça coûte trop cher. Comment est-ce qu'on pourrait transmettre ce rêve d'une mode où on pourrait chacun y trouver son idéal finalement aujourd'hui? Mais je pense que, si vous voulez, maintenant, le monde de la mode a changé. Il y a des gros groupes, il y a des grandes maisons. Il y a toujours eu des grandes maisons. Il y a toujours eu des grandes maisons, mais maintenant, elles sont distribuées. Si vous voulez, vous trouvez la même chose partout. Dans le monde entier, vous avez les mêmes boutiques, que ça soit les grandes marques, les marques de couture, et les marques moyenne gamme, et même les marques bas de gamme. Vous avez les mêmes partout dans le monde. Si vous voulez, moi je me rappelle, je voyageais beaucoup, j'ai toujours voyagé beaucoup, et j'arrivais à trouver des choses différentes, des accessoires différents. Il y avait des petites marques, et c'est vrai que ça a changé parce qu'on n'a plus la même curiosité. Je veux dire, avant j'allais au Japon, j'allais en Chine, je revenais toujours avec une valise pleine. Bon, maintenant je trouve la même chose qu'à Paris. Mais je pense que l'avenir pour les jeunes créateurs. Maintenant, il y a Internet, ce qui est peut-être plus facile pour se faire connaître du monde entier. Et je vois plein de petites marques éclore, principalement d'accessoires, avec une originalité, un style. Ah, c'est bien. Donc, ça va revenir. Vous avez des petites marques comme ça ? Vous pourriez nous il y a par exemple Céleste Mogador qui fait des broches perlées, qui a démarré il y a 2 ans. Qui était à 3 ans. Moi, j'ai trouvé une broche dans un salon, j'ai aimé ça. Bon, maintenant, elle vend un peu partout dans le monde entier et ça marche. Et finalement, l'accessoire, c'est comme dans la mode. On dit, on peut pas changer les canapés, on peut pas changer tout le mobilier. En revanche, comme dans la mode, l'accessoirisation peut permettre de trouver son style. C'est une bonne idée, je trouve. Oui, que complètement. Vous proposez comme lecture, en fait. Oui, absolument. Il suffit d'un détail pour trouver son style. Bon, alors c'est vrai que pour trouver son style, quand on a une coiffure comme ça, c'est plus facile. Comme la vôtre, vous voulez dire.
Oui, mais là aussi, vous pouvez travailler. Regardez Christina Cordula, qu'on aime beaucoup. Oui. Elle raconte souvent Oui. que le jour où elle a trouvé son style, c'est le jour où elle s'est coupé les cheveux Court. comme un garçon. Oui, absolument. La tête complètement Oui. rasée. Oui. Et depuis, à ce moment-là, à cet instant-là, elle a trouvé une signature de son style qui est devenu le style magnifique, de Christina Cordula. Absolument. Hein, oui. c'est un personnage, je crois, que vous aimez beaucoup, Christina. Oui, je l'aime beaucoup, mais parce que je l'ai eu comme mannequin très jeune. Et elle s'en souvient, en fait. Je l'ai eu comme mannequin en défilé. Il y a eu une période, en fait, il y a plusieurs Brésiliennes qui sont arrivées à Paris à la même époque. Et donc Christina, et j'ai fait défiler Christina avec ses cheveux courts. Vous deviez aimer ça, vous, hein, parce que ce côté oui, mais sensuel... je trouvais ça justement le côté féminin, Oui. masculin, Oui. intéressant. Et je l'ai même photographié. J'ai eu 2-3 saisons où j'ai voulu décider de faire moi-même le shooting. Et j'avais pris Christina comme mannequin. Donc j'ai fait des photos de Christina. Et puis on s'est pas perdu de vue. Et on s'est retrouvés, depuis 2-3 ans, on s'est retrouvés. Oui. Ouais, c'est un super beau personnage aussi. Ouais, Magnifique, Christina magnifique. Cordula. Et elle a son style. Elle a Elle a un style, C'est, Christina. je l'espère, notre prochaine personnalité à interviewer, le Ouais. grand style de Christina Oui. Cordula. Chantal Thomas, on va terminer ce moment avec vous, avec des questions qui vont nous permettre, encore une fois, de bien vous connaître et de continuer à faire ce parcours de deviens qui tu es dans le grand style, Chantal Thomas. Alors, la première question, Chantal Thomas, dans le grand style, si vous étiez une lingerie, vous seriez Alors, je pense que je serais un soutien-gorge parce que, d'une manière professionnelle, c'est quand même c'est là où on peut mettre le plus de personnalité. Et puis, c'est aussi le seul élément de lingerie qu'on peut un peu montrer, avec une transparence, avec quelque chose d'un peu décolleté. Donc, j'aime bien, oui, je trouve ça joli, un soutien-gorge. dans le grand style, si vous étiez un parfum. La rose, des parfums à la rose. Qu'est-ce que j'aime bien encore Oui, on va dire la rose. Dans le grand style, si vous étiez une peinture. Alors, je serais un gruau. Oh. J'adore gruau. Ah oui. Alors, Ruo, pour ceux qui connaissent Alors, pas, c'est très noir, blanc, c'est des personnages. oui, des personnages très très noirs, très noirs, presque un peu- rouges oui. et blancs. Oui. Oui, et puis presque comme s'il il avait peint avec comment dire ça, un pastel noir, mais vraiment très très puissant. Il y en a un très qui s'appelle dense. il y en a un qui s'appelle La femme à l'œillet, que c'est vraiment les cheveux noirs, la Oui. cigarette. Enfin, c'est Oui. bien, ça me ressemble bien. Ouais, oui. ouais. En général, le gruau, c'est bien, oui, c'est bien moi. Ouais. C'est des personnages comme ça C'est centrés. fort. Oui, c'est très fort. Voilà, il n'y a pas de paysage autour. Non. Hein, on est vraiment dans le personnage. C'est plus un illustrateur d'ailleurs qu'un peintre. Absolument. Chantal Thomas, si vous étiez un vin dans le grand style, vous seriez quel? Champagne. Pour danser, Ah bah pour oui. chanter. Chantal Thomas, si vous étiez dans le grand style, une photo ou une photographe. Alors écoutez, une là, il y image. en a des photographes que j'aime, il y en a beaucoup. Bah, je pourrais dire qu'il y en a un, par exemple, Man Ray, Oui. qui est cette femme couchée comme ça. Vous savez, comment il s'appelle? Attends, oui, un Man Ray qui s'appelle Noir et Blanche, qui est un Ah. portrait de femme en biais, comme ça, très beau. Mais sinon, j'adore Hélène Van Noonvert, j'adore Jean-Paul Goude. Oui. J'aime beaucoup Jean-Paul Helmut Goude, c'est vraiment un personnage qui a un grand style aussi. Hein. Oui. Magnifique. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il a un style. Ah oui, et puis il a imposé ce style photographique, Absolument. cette image. Dès qu'on voit une image de Jean-Paul Goude, on sait que reconnaît c'est tout lui. de suite. On sait que c'est lui. Ah, ça, Absolument. c'est un beau Ouais. personnage. Tiens, Ouais. interviewé aussi Jean-Paul Goude. Chantal Thomas, si dans le grand style, si vous étiez une couleur, Bah, alors, ça serait le noir ou le rose. Voilà. alors une des deux. Alors, on va dire le rose quand même. Aujourd'hui, le rose. Ouais. Si vous étiez une ville dans le grand style, Chantal Thomas, quelle ville seriez-vous? À part Paris, il y a une ville que je trouve magnifique, c'est Rome. Je trouve que c'est une sublime ville. Et puis après, j'aime beaucoup Hong Kong. C'est une ville rock'n'roll, ça. Hong C'est Kong. rock'n'roll, Hong Kong, oui. Alors, ce que vous devez aimer, parce que j'y suis allée il y a peu de temps, et j'ai adoré cette ville, c'est l'énergie des jeunes filles, avec leurs mini-jupes. Elles ont ce côté, justement, les cheveux parfaitement coiffés. Elles ont une forme d'impertinence. Oui. Elles regardent droit devant elles. C'est vrai que les jeunes filles sont très intéressantes Ouais. à Hong Kong. Hein. Ouais. Elles ont... Mais en Chine en général, hein, même à Shanghai aussi,
ça a évolué énormément. Enfin, mais c'est vrai qu'Hong Kong, c'est très vivant. Oui. Il y a une énergie positive. Ouais, il y a une énergie formidable. Ouais. Et ces femmes très jeunes dans la rue, dont on se dit qu'elles n'ont peur de rien. Elles ont quelque chose de comme ça, de petits soldats féminins c'est vrai. de la vie qui est magnifique. Chantal Thomas, si vous étiez une musique dans le grand style, vous seriez quelle musique ? Alors, les Rolling Stones... Toujours ce côté rock'n'roll, hein, les Rolling Stones, parce que ils ont dû... Satisfaction, quand même, c'était un grand moment. Absolument. Mais sinon, Freddie Mercury aussi, qui était génial. Quel film magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau, ce film. Magnifique. Bohemian Rhapsody. Ouais, Bohemian Rhapsody, j'ai adoré. Ouais. Alors là aussi, puisqu'on parle du style, voilà un Freddie Mercury qui a su imposer son style, dire non à des producteurs qui voulaient qu'il fasse de la musique dance floor dans les années où c'était la mode. Ouais. Et il a dit non, moi je ferai Bohemian Rhapsody, je ferai un air d'opéra et allez vous faire voir, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, c'est un personnage extraordinaire. Jusqu'au boutiste. Hein. Ouais. Extrême, absolument. Allez, un petit dernier. Si vous étiez un objet de la maison, Chantal Thomas, dans le grand style, vous seriez quel objet de la maison ? Un objet de la maison ? Moi, je vous imaginais un objet iconique pour moi, une chaise. Parce qu'il y a cette élégance, toujours, à la fois dans la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous êtes dans le monde. Une chaise, mais ça peut être aussi une lampe. Ah oui, avec un bel abat-jour. Avec un bel abat-jour, oui. Non, en fait, ça peut être un vase. Oui, ça vous irait bien aussi, un vase. Oui, ça va, parce que des vases, j'en ai plein ici. Hein. Oui, c'est vrai. Puis tous très différents les uns des autres. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. J'étais tellement... Et puis j'en ai dessiné aussi. Vous en avez dessiné absolument. J'en ai dessiné aussi pour en céramique pour une maison italienne. Oui, c'est beau les vases en céramique. Ça nous rappelle un peu Picasso. Oui, aussi. Et voilà, oui, absolument. Un grand personnage aussi. Au grand style. Oui. Chantal Thomas, c'est la fin de ce moment avec vous, de ce grand style avec Chantal Thomas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalée. Mais moi aussi, c'était un plaisir. Bon, j'espère que vous avez aimé ce grand style où on a adoré. Et si vous avez du style, eh bien, continuez à le travailler et imposez-le aux yeux du monde comme Chantal Thomas. Merci beaucoup, Chantal. Merci.